Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 131e site rep sur la Syrie. Bonjour Aïssa. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes et bonne rentrée à vous. Bonne rentrée Nous et sommes en octobre. merci pour votre Merci. fidélité. Merci pour aussi tous les commentaires que vous nous laissez, qui nous aident à améliorer nos sites rep. Et sans transition, puisque l'actualité malheureusement est très chargée, on va passer sans transition sur l'international et sur la Russie, puisque il y a eu plusieurs référendums dans les 4 régions qui ont depuis été rattachées à la Russie. Est-ce que tu peux nous en parler, Aïssa? Alors un événement de taille, effectivement, la demande, l'intégration en fait des républiques du Donbass, Donetsk, Kherson euh, et Zaporijs. Kherson et Zaporozhia à la Russie suite à un référendum largement populaire et largement massif qui a demandé, ou le peuple demande effectivement de rejoindre la Russie pour être protégé par elle. Et donc, en fait, pour dire, c'est très important, c'est un événement très important. La signature a eu lieu donc il y a 2 jours, qui a été suivie par une grande réunion de la Douma aujourd'hui, à laquelle d'ailleurs le président Poutine a fait des propositions de loi en fait pour régulariser le positionnement de ces 4 régions dans la Russie. Donc tout ce qui concerne effectivement l'administration et les allocations, les capacités, les possibilités pour la reconstruction. Il a fait d'ailleurs le jour de la signature de l'intégration, je dirais, ou du retour de ces régions à la Russie, un discours historique, en fait. Non seulement c'est un fait historique, mais son discours était historique aussi. Il est important de voir quand même que le monde monopolaire américain est d'ores et déjà derrière nous, effectivement, et qu'il a été affirmé par Poutine. Et bien sûr, c'était toujours la bienvenue à ces peuples et qui sont désormais russes et russes jusqu'à toujours, que nous défendrons toujours, il est important de comprendre aussi que les États-Unis, à chaque fois qu'un pays veut être souverain et refuse le pillage de ses ressources, il devient automatiquement l'ennemi des États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ce sont des paroles fortes, je dirais, qui montrent. Il a dit aussi que aujourd'hui, nous nous orientons vers un monde où il y a plus de justice et plus d'équité pour l'ensemble des peuples et l'ensemble des pays, où il n'y aura pas de pays qui dominent les autres, tout simplement parce qu'ils sont plus forts. Mhm. Alors, Donc, en fait, est-ce que tu peux nous parler donc, également de la réaction de la Chine, s'il te plaît? oui, alors la Chine, effectivement, a appuyé ses propos et la Chine se joint à la Russie pour coopérer vers un monde plus juste et plus, comment dire, plus juste et plus équitable aussi. Alors là, c'est très important de voir aussi et à quel point le monde change et les 2 pays, les 2 grands pays, mais aussi l'Iran, hein, qui s'est jointe à eux, œuvrent ensemble pour un monde plus équitable et qui s'oppose à l'hégémonisme américain
et qui s'oppose à ces ingérences, en fait, Alors, dans tous les... les Voilà. Américains et leurs alliés n'ont pas reconnu évidemment ces référendums et donc l'intégration de ces zones à la Russie, c'est pas une surprise. En préparant cette interview, j'ai attiré ton attention sur les deux principes antagonistes et pourtant fondateurs de la charte de l'ONU que sont le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui tentent à légitimer tous ces processus, tous ces référendums. Et puis un autre principe qui est le respect de l'intégrité des États-nations, et notamment le respect de l'intégrité des frontières. Euh, et c'est vrai que les Occidentaux invoquent tantôt l'un quand ça les arrange, comme pour le Kosovo, et tantôt l'autre quand ça les arrange, quand il s'agit de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et tu as Ça ne tiré... les dérange pas du tout quand ils violent l'intégrité territoriale de la Syrie, l'intégrité territoriale de la Palestine, en annexant Israël qui annexe de petit bout par petit bout les terres palestiniennes. Ça ne les dérange pas du tout quand c'est comme ça. Au contraire, ils soutiennent leur propre action d'ailleurs, puisque je rappelle quand même que il y a quand même aujourd'hui des bases américaines illégales en Syrie qui grignotent et qui pillent toutes les richesses syriennes, et aussi bien à Al-Tanf dans le sud de la Syrie et que à Hasakeh et dans le nord-est de la Syrie, juste au-dessus des puits de pétrole et dont le peuple syrien est privé. D'ailleurs, c'est aussi la manière dont ils agissent avec le Venezuela, la manière dont ils agissent avec les autres pays et les autres peuples. Alors j'en profite pour mentionner un article de The Cradle qui mentionne que la Chine a haussé le ton récemment et a demandé la fin du vol des ressources syriennes par les USA. Donc c'est pas Tout, rien. tout à fait, dans la dernière réunion de l'ONU, effectivement, qui a eu lieu, et du Conseil de sécurité, la Chine a haussé le ton en ce qui concerne le pillage des ressources syriennes par les Américains, et alors qui vise à affamer, qui affame le peuple syrien et qui le fait mourir de froid, qui a demandé aussi à ce qu'il y ait un dédommagement et un retrait des Américains et un dédommagement du peuple syrien de toutes ces ressources qui sont pillées systématiquement. Je voudrais vous dire quand même que à peu près 100 à 150 citernes de pétrole partent tous les jours de la Syrie ou sont pillées tous les jours des puits de pétrole syriens ou volés par les Américains et qui sont envoyés via leur base à Shedadi, leur base illégale en Irak aussi, et qui partent via la Turquie dans le monde. On ne sait pas où ça va, mais de toute façon, c'est systématiquement pillé, c'est tous les jours. Il y en a pour 10 millions de dollars par mois de pillage des ressources syriennes. Et ça, c'est seulement le pétrole. Quand il s'agit des céréales, puisque la zone nord-est de la Syrie est la zone la plus riche, et c'est une zone qui est très fertile et qui est le grenier de la Syrie, il y a des céréales, le coton, tous les produits qui sont pillés. Ajouter aussi au pillage des articles archéologiques, de tout ce qui est de tout ce qu'il y a dans la région, mais ajouter aussi au pillage des biens de la population, parce qu'ils envahissent les maisons de la population, ils essayent de les mettre à genoux, ils sont enrôlés de force, alors que ce soit directement par les Américains ou que ce soit par le biais de leur valet du FDS qu'on appelle en fait Qassad, en fait, hein, qui sont comment dire, des mercenaires en fait des Américains. Voilà, bon, c'est exactement le même effet sur la population. Donc Je tiens à dire aussi que la Turquie viole aussi la souveraineté de la Syrie et elle occupe une partie nord, elle occupe toute la partie
une grande partie d'Idlib, de la province d'Idlib, et une bonne grande partie de la province de Al Jazeera, de Hasakeh, etc. La même Turquie, elle coupe l'eau, elle occupe, elle viole, elle pique les ressources, hein, elle pique les arbres fruitiers. Ils ont déraciné et emporté en Turquie des milliers d'arbres d'oliviers. Et en même temps aussi, ils parlent de renégocier, de discuter avec la Syrie, etc. Et en même temps, d'ailleurs, ils ont coupé l'eau. Et là, l'eau est coupée sur l'ensemble du gouvernorat de Hasakeh depuis 63 jours. Et l'eau potable, là, elle est coupée. Et ça, c'est les Turcs qui font ça. Et personne ne réagit à l'échelle mondiale, personne ne réagit à l'ONU, à cette opération, à ces actions. Et malgré toutes les protestations et tous les rapports qui sont remontés systématiquement à l'ONU par rapport à cela. Alors là aussi, bon, ça s'ajoute aux agressions israéliennes, etc. Bon, ça, effectivement, ça ne les dérange pas. C'est toujours les deux poids, deux mesures de l'ONU qui s'est transformé un petit peu en défenseur des opinions américaines, puisque les Américains sont là. Donc pillage des ressources par les Américains en Syrie, et notamment du pétrole, la Chine qui hausse le ton. Et je voulais revenir à la Russie. Il y a eu un incident récemment, un gros incident. Je parle du sabotage des puits de gaz Nord Stream en mer Baltique. Donc il y a eu officiellement dans les médias occidentaux, on accusait la Russie comme si elle avait auto-saboté ses propres puits de gaz, ce qui semble un peu farfelu comme accusation, pour le moins. Qu'est-ce que tu peux nous en dire voilà, Là aussi, c'est qui un est suspect? événement de taille. Oui, bien sûr. Oui, là aussi, c'est un événement de taille. On sait qu'en fait, les États-Unis obligent l'Union européenne à couper ses relations avec la Russie et que la Russie est le principal fournisseur d'énergie à toute l'Europe, à toute l'Union européenne, de manière inégale aux différents pays européens. Mais en fait, le principal pays tous les pays européens se fournissent en même temps en gaz bon marché, qui est le gaz russe, et en pétrole bon marché aussi, qui est le pétrole russe. Ce qui permet aux usines européennes de fonctionner, et puis ce qui permet une certaine prospérité aussi en Europe. Bien sûr, le fait que les Américains exigent effectivement qu'il y ait des sanctions contre la Russie, exige donc de l'Europe de couper ses relations avec la Russie et donc de se flinguer carrément. On en a parlé déjà dans d'autres participants, de se flinguer carrément et de se mettre sur la paille. Et il y a eu justement là récemment donc le gazoduc Nord Stream 1, Nord Stream 2. Le Nord Stream 2 n'a pas pu redémarrer grâce effectivement à des piétinements de la part de l'Allemagne pour la fourniture de certaines pièces. Et le Nord Stream 1, par contre, il fonctionnait. Et donc là, l'explosion des deux vient interrompre toute possibilité d'approvisionnement en gaz de tous les pays qui pouvaient être approvisionnés par cela. Et ils osent accuser la Russie. D'abord, il y a une perte sèche de gaz qui va en mer, qui est en quantité importante de la Russie. Deuxièmement, il faut quand même faire remarquer que l'explosion a eu lieu dans un endroit qui est sous contrôle américain en mai, et dans lequel il y a eu aussi des manœuvres récemment du côté de la Finlande et puis de la Suède et le Danemark en mer du Nord.
Donc, Surtout, excuse-moi, il Aïssa, est important. on peut aussi mentionner la fameuse déclaration de Biden qui est ressortie récemment, qui date de février, je Absolument, où crois, ou Biden janvier. disait de toute façon, il faudra, et ça c'est quelque chose d'important, ce gazoduc doit s'arrêter. Et puis quand on lui a posé la question, mais comment? Il a dit, vous inquiétez pas, on trouvera le moyen, mais je peux vous assurer que ça va s'arrêter. Ça va Donc, s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'était ces c'était termes. dans une interview avec l'agence ABC, ABC donc, et puis vous l'aurez effectivement vous aurez les références à la suite de notre interview. Donc, en fait, il est clair que ce sont les États-Unis il faut savoir quand même à qui profite le crime. Il est clair que les États-Unis veulent absolument arrêter les relations de l'Europe avec la Russie. Et ça, c'est depuis un certain nombre d'années. C'est pas nouveau d'ailleurs. Et il voyait d'un très mauvais œil l'amélioration des relations entre l'Allemagne et la Russie et les échanges entre l'Allemagne, l'Europe et la Russie. Et tout ça, donc, il a fallu provoquer l'histoire de l'Ukraine pour inverser la vapeur, arrêter toute relation de l'Europe avec la Russie et faire en sorte que l'Europe soit aussi leur chasse gardée et soit aussi le consommateur de leurs produits très chers, vendus très chers. Donc en fait, là, ils veulent vendre le gaz de schiste américain à à l'Europe qui va coûter au moins 4-5 fois plus cher. Ils veulent leur vendre aussi des produits plus polluants, etc. Et bien sûr, venant des États-Unis par cargo, c'est beaucoup plus cher et ça va être plus coûteux et ça va être payé aussi en dollars. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que l'Europe soit le consommateur des produits américains et que les Américains puissent imposer leur prix à toute l'Europe et donc quitte à la mettre à genoux surtout et à l'affamer d'ailleurs et à faire mourir de froid l'Europe. Mhm. Alors Il on faut va qu'elle parler soit leur chasse gardée. on va parler encore Voilà. d'énergie, puisqu'en ce moment, effectivement, il y a de grosses tensions autour de l'énergie. Et on va se tourner vers le Liban, où apparemment, semble-t-il, hein, c'est ce que tu me disais, c'était Nasrallah qui en a parlé récemment. Les USA auraient donné une proposition via leur émissaire, le fameux émissaire, qui semble satisfaire donc la partie libanaise, à propos du puits de Karij, donc un puits de gaz en mer Méditerranée dont on a parlé plusieurs fois. Alors, justement, cette lettre est arrivée hier. Elle a été remise par l'ambassadrice Shia au président Aoun, au président Berri, le président du Parlement, et à Mikati, le Premier ministre libanais. Ça a été. Je voudrais quand même rappeler que ça vient après un épisode où la résistance libanaise a envoyé des drones sur Karish, sur la Méditerranée, où les Israéliens ont voulu commencer tout de suite l'extraction du gaz et en prétendant d'ailleurs, en grignotant toute la partie libanaise, où il y a eu une mise en garde réelle par Nasrallah aux Israéliens, et que de toute façon, si le Liban n'obtient pas tous ses droits dans ses puits et n'a pas la possibilité d'exploiter son gaz, personne, absolument personne, n'aura la possibilité d'exploiter le gaz de la Méditerranée. Et il a bien montré que l'ensemble des plateformes possibles, éventuelles sur la Méditerranée, seront à portée de feu du Hezbollah et de la résistance libanaise. En fait, ce qui a fait qu'il y a eu une période
de flottement, mais aujourd'hui, les États-Unis sont pressés aussi d'avoir du gaz et du pétrole dans le contexte ukrainien et dans le contexte du boycott du gaz russe et du pétrole russe pour proposer à ses alliés européens quelque chose. Et donc, les États-Unis sont pressés et c'est dans ce contexte qu'on voit qu'il y a effectivement une solution qui arrive et qui respecte effectivement, a priori, hein, je n'ai pas dit qu'il respecte totalement, mais a priori, ça a été dit à la première lecture, ça a été affirmé que ça respectait effectivement les droits des Libanais, mais il y a quand même une commission qui va étudier dans le détail cette proposition, et parce qu'on sait que toujours c'est dans le détail que ça pêche souvent, donc ils sont très vigilants, et le Liban n'a pas encore donné sa réponse, mais le climat est positif, je dirais, et qui pourrait aller vers un accord indirect, justement, entre le Liban et les États-Unis d'un côté et les États-Unis et Israël de l'autre côté. Il est important de savoir qu'il n'y a pas non plus de contact direct entre les Libanais et Israël, qu'il ne faut absolument pas prendre pour étant une sorte de normalisation des relations entre les deux pays. Pas du tout. Voilà. D'un autre côté, il y a quand même un appel du côté palestinien pour que les Palestiniens puissent aussi s'approprier leurs richesses. Parce que les richesses qui sont dans la Méditerranée ne sont pas des richesses israéliennes, ce sont des richesses palestiniennes. Et Israël est un occupant. Donc, il n'est pas légal non plus que Israël puisse exploiter toutes les richesses du sous-sol ou de la mer palestinienne. Donc là, ça reste une question qui est posée, mais qu'il faut que les Palestiniens posent et non pas. Après, effectivement, ils peuvent être soutenus par les autres, mais il faudra que les Palestiniens puissent poser la question de leur richesse, de l'appropriation de leur richesse. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont en train de se battre pied à pied pour exister face aux agressions israéliennes répétées partout. Voilà. Et répétées et qui sont en escalade. On va se tourner maintenant vers l'Iran, où effectivement en ce moment il y a de grandes manifestations suite à la mort de Mazda Amin. Donc il y a des manifestations même jusqu'en France. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement, de ce qu'il recouvre de manière symbolique et de ce qu'il implique? Alors en fait, puisque il y a eu ces enjeux, je dirais, de grande importance de changement mondial, effectivement, le succès de la Russie en Ukraine, 20%, en fait, les 4 provinces ukrainiennes qui rejoignent la Russie et qui retournent à la patrie mère, hein. Donc, les Américains, comme d'habitude, s'attaquent aux alliés aussi de leurs ennemis, puisqu'ils ont déclaré que l'ennemi déclaré, c'était la Russie, et l'Iran est un allié important. La Russie et la Chine sont leurs ennemis, et l'Iran est un allié important aussi de la Russie et de la Chine. Donc, ils jouent effectivement la déstabilisation totale. Rappelons-nous la loi du chaos créateur, là, le chaos créatif, hein, la grande théorie américaine. Hein. Donc là, ils ont commencé à activer en 2011 les terroristes contre la Syrie, contre l'Égypte, la Tunisie, dans tous les pays de la région. Et bien là, il y a attaque terroriste aussi en Iran pour déstabiliser l'Iran.
et porter atteinte aussi pas seulement à son intégrité, mais aussi à mettre l'Iran un petit peu en dehors du monde, au moins pendant un certain temps, qu'ils soient occupés par leurs propres problèmes. Et donc, attaques terroristes qui ont eu lieu dans toutes les provinces, dans 3 provinces en fait, du sud et du sud-est. Un autre côté, un autre épisode, c'est cette jeune femme qui est décédée dans un commissariat, manifestement par attaque cardiaque, et ils ont commencé à faire savoir que, à propager comment dire, le bruit qu'elle elle est décédée sous la torture parce qu'elle n'a pas mis le hijab, etc., etc., toute une histoire inventée. Moi, ça me rappelle franchement l'histoire inventée des enfants de Dera à qui on a enlevé les ongles et soi-disant parce qu'ils ont écrit sur la porte, sur le mur de leur lycée, c'est ton tour, Bachar. Ce gros mensonge qui a duré pendant des années et que les médias ont marqué, reprennent, ont pris et repris, etc. Et donc là, c'est exactement la même chose pour déstabiliser. Alors, il y a bien sûr des manifestations de soutien aux femmes, aux droits des femmes de refuser le hijab, ou je ne sais pas quoi, dans tous les pays occidentaux, qui s'activent aussi pour déstabiliser. Il faut savoir quand même qu'il y a aussi à l'intérieur du pays, et ça a été dit aujourd'hui par une déclaration iranienne, il y a un réseau de quelques 45 000 terroristes à l'intérieur du pays qu'ils ont commencé effectivement à trouver et à arrêter et qui en fait mettent la déstabilisation, qui mettent le feu partout. Bon, mais là, aujourd'hui, l'État iranien a repris le dessus, le calme est revenu, il a repris la situation en main et que tout ceci était une tentative de déstabilisation. On peut parler aussi de la déstabilisation de l'Irak. Hein. On sait quand même que l'Irak, dans la même logique, hein, l'Irak, à partir du moment où, après le décès, l'assassinat de ville, l'assassinat de Qasem Soleimani et de Abu Mahdi al-Mohandes, où le Parlement a voté unanimement la sortie des forces des Américains, absolument, à la fin de l'année 2021. Il y a eu tout de suite des mouvements, des manifestations, des violences, etc. Donc, contre les ministres et les premiers ministres, etc. Et à chaque fois qu'il y a eu un premier ministre qui voulait construire et qui a rétabli des relations correctes avec la Syrie, avec l'entourage, pour aller dans le sens d'une reconstruction de l'économie irakienne et une réappropriation de leurs ressources, rappelons quand même que l'Irak est très riche en pétrole et que malheureusement aujourd'hui l'Irak ne profite pas de son pétrole. Il est pillé systématiquement aussi par les Américains, disons-le, et on le constate, c'est depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, le pétrole irakien est pillé sans compter par les Américains. Et les Irakiens sont dans un état euh, de, de division qui fait que aussi de division grâce à une constitution, la constitution Bremer, qui a consacré une sorte de division du pays et où ils n'arrivent plus d'ailleurs à se mettre d'accord pour une chose. Et maintenant, il est important, et ça c'est il est important de voir donc en Irak, la situation est aussi comme ça en déstabilisation totale, qui n'arrive pas à construire. Et déstabilisation Dernier point également, de déstabilisation. également Pardon. du côté du Pakistan. Exactement, dernier point de Avec déstabilisation, c'est l'arrestation le de Pakistan. Imran Khan, si tu peux Ouais. nous en parler. Alors en fait,
en fait, il faut rappeler aussi que Imran Khan, quand il était le Premier ministre pakistanais, et le président du Parlement, en fait. Hein. Il était président du Parlement. Et donc, à partir du moment où il a répondu aux Américains, nous ne sommes pas vos esclaves, quand les Américains ont exigé du Pakistan de couper les relations avec la Russie et puis d'arrêter de traiter avec le gaz russe, etc., et le pétrole russe. À partir de ce moment-là, dès le lendemain, on a vu des manifestations s'élever contre lui, qui ont essayé de le virer du pouvoir, etc. Et en fait, effectivement, il avait perdu le pouvoir, mais il a été reporté au pouvoir, ramené au pouvoir, je peux dire, par des millions de personnes qui ont manifesté dans les rues, qui l'ont porté vraiment sur leurs épaules, etc. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit à nouveau? Il est arrêté par la police, accusé de corruption, de ceci, de cela. Donc là, c'est aussi un troisième pays dans la région où il y a la déstabilisation. Rappelons aussi qu'en Afghanistan, dernièrement, il y a eu plusieurs explosions à côté d'écoles de filles et à côté d'hôpitaux et à côté des... donc, qui ont fait des dizaines de morts et de blessés. Donc là aussi, des attentats terroristes qui ont lieu. Donc voilà, c'est un petit peu le panorama général. On voit que les Américains essayent de déstabiliser l'ensemble des pays qui sont à la fois des alliés de la Russie, mais qui sont et de la Chine et qui sont aussi sur le chemin de la route de la soie, du projet route et ceinture de la soie, qui est le projet de développement chinois et aussi avec les pays de l'Eurasie, en fait, de l'Eurasie vers la Chine. On voit aussi qu'il y a des déstabilisations du côté de l'Azerbaïdjan avec l'Arménie. Là aussi, c'est sur le chemin. Donc, voilà, ça c'est là l'action des Américains aujourd'hui et de l'OTAN. Hein, c'est pas seulement les Américains, c'est tous les pays de l'OTAN. Donc aussi l'Union européenne, qui est partie intégrante de l'OTAN, dans cette région, dans le monde aujourd'hui, donc face à dans cette opposition à la création d'un nouveau monde, en fait. Ils s'opposent à l'écroulement du monde monopolaire. Ils essayent les Américains, avec leur instrument l'OTAN, essayent de faire durer au maximum la période de domination des États-Unis et de l'OTAN sur le monde. Alors les Américains et leurs alliés sont les premiers à dénoncer les problèmes que peuvent rencontrer les journalistes ou différents médias dans des pays comme la Russie ou ailleurs. Mais je voudrais souligner que les choses ne sont pas forcément beaucoup mieux, parfois elles sont même pires en Occident. Et là en l'occurrence c'est en Turquie, Adrien Bokeh, qui est un ancien fusilier marin qu'on a vu notamment sur les ondes de Sud Radio, témoigner des exactions que l'armée ukrainienne avait faites sur les soldats russes prisonniers, et que lui avait vu, en tout cas qu'il avait dit avoir vu. Et donc cet Adrien Bokeh, donc on peut le considérer comme un journaliste alternatif et un lanceur d'alerte, finalement. Il a été agressé par deux hommes au couteau ils ont essayé de l'égorger en Turquie. Il a réussi à se défendre et à trouver refuge in extremis, mais il aurait pu y laisser la vie. Et ça montre qu'effectivement il y a des pressions sur des témoins. En fait, il y a toujours des pressions du côté américain, il y a toujours des pressions sur les journalistes qui veulent dire la vérité. Et pas seulement des pressions, il y a des attentats pour les tuer. Alors moi, je peux citer des dizaines. On peut parler aussi du cas, par exemple, de Shirin Abu Akleh, qui est la journaliste palestinienne. Il y a tous les jours des journalistes palestiniens qui sont agressés par les Israéliens et les Américains. Il y a tous les jours il y a même d'ailleurs des journalistes
français qui ont été agressés aussi parce qu'ils disaient la vérité sur ce qui se passe en Palestine. Et Rappelons quand même tu me que parlais, dès excuse-moi, le premier jour, tu me parlais aussi en préparant cet entretien du cas de Vanessa Billet, que je ne connaissais pas, une voilà, journaliste et lanceuse d'alerte effectivement, donc britannique. notre amie, absolument, Vanessa, elle a été, alors la ministre de l'Intérieur britannique demande à ce qu'il y ait des sanctions appliquées contre Vanessa Billet. Moi, je profite de cette occasion pour affirmer tout notre soutien à Vanessa Billet, que j'apprécie énormément parce que elle a toujours été porteuse de la vérité contre tous les mensonges et contre tous les médias mensonges de la presse et de la parlée et audiovisuelle, etc., européenne, qui s'est déchaînée contre la Syrie. Et donc, Vanessa a toujours tenu le flambeau de la vérité, aussi bien pour la Syrie que pour la Palestine, que pour l'Ukraine, et que aussi en dénonçant tous ces complots, par exemple du Covid, qui visent effectivement à canaliser la population et à la confiner, etc. Donc moi, je lui rends hommage et je lui dis tout mon soutien. Et j'invite tout le monde à beaucoup la soutenir et à soutenir tous ces journalistes aussi comme Anne-Laure Ouais, Bonney Bonnel, pardon. et voilà, comme Eva Bartlett, comme tous ces journalistes qui sont porteurs et porteuses du flambeau de la vérité, car elles défendent vraiment le vrai métier de journalisme, et, qui est l'information, la véritable information, et contre l'endoctrinement par la propagande que malheureusement suivent beaucoup d'autres journalistes. Je ne sais pas si c'est par dépit ou par choix, mais bon, moi, je voudrais saluer le courage de tous ces journalistes. Et donc aussi, en même temps, je salue ce journaliste qui a été agressé en Turquie. Très bien. On va passer maintenant à l'AG de l'ONU qui a eu lieu à New York, la 77e Assemblée Générale qu'on n'a pas encore commentée depuis le début de ce Alors titrep. oui, euh, oui. Alors cette assemblée de l'ONU, la Syrie a assisté à cette assemblée de l'ONU. Il y a eu beaucoup de choses en fait à l'occasion de cette assemblée. D'abord, les Américains ont tardé, voire je ne sais pas s'ils ont fini par donner le visa à l'ensemble La de délégation russe. l'équipe diplomatique, Mhm. russe déjà. Ils n'ont pas donné les visas jusqu'au dernier jour, ou voire même pas pour certains. Ça, c'est un premier point. Alors là aussi, c'est un problème. Le siège de l'ONU aux États-Unis, est à New York, et ça, c'est complètement anormal. Il faudrait qu'il soit dans une terre neutre, je dirais, et pas du tout dans le fief du monopole du monde, là, de celui qui veut contrôler le monde. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense qu'il est là aussi, il y a la Syrie a assisté donc à cette réunion internationale. Il y a des rencontres importantes donc euh, Les de la gens Syrie avec entre. l'ensemble des pays, du ministre des Affaires étrangères syrien, donc aussi bien avec les ministres des Affaires étrangères et les représentants de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de l'Inde, et aussi de l'ensemble des pays du BRICS. Et ça, c'est très, très important, et des pays de l'Amérique latine et des pays africains. Donc, c'est quelque chose de très important pour la Syrie, où tout le monde affirme effectivement la volonté, et de fait, il y a eu effectivement des contacts et des contrats qui ont été signés, des accords plutôt qui ont été signés pour une collaboration, une coopération importante dans différents domaines.
notamment celui de la reconstruction, celui de la culture, celui de l'enseignement, celui de la coopération scientifique et celui Médical. euh, sur le plan médical. Il y a eu un accord avec l'Inde particulièrement, mais ça c'est en Syrie en fait. Après, D'accord. suite à Pardon. la réunion, ça a eu lieu effectivement un accord sur la création d'un centre médical pour les membres artificiels avec l'Inde, la fourniture et la greffe de membres artificiels. Et de prothèses. Et il faut quand même rappeler que, de toute façon, nous avons aussi ce type d'accord avec l'Iran, Mhm. essentiellement aussi, sur les membres artificiels, que aussi une coopération contre les épidémies, une coopération contre les maladies. Tout ça, ça va dans le sens, effectivement, du redémarrage de la Syrie et de sa reconstruction dans un cadre, je dirais, bien moins agressif, hein, car le monopole américain est brisé par les derniers événements et il continue à être diminué de plus en plus. Donc, les sanctions américaines n'auront plus de sens ou n'ont plus de sens d'ores et déjà dans la mesure où beaucoup de pays bravent ces entraves et arrivent à trouver une alternative d'échange hors du dollar dans le cadre du comité d'échange de Shanghai, économique de Shanghai, dans le cadre de différents accords bilatéraux d'échange de services ou de traitement avec la monnaie locale. Mais bon, il n'en reste pas moins que le dollar est encore présent et il est encore influent sur les marchés. Et là, il faut aussi continuer dans ce sens de la lutte, enfin dans le sens d'élargissement des alternatives, je dirais, aux échanges internationaux. Alors on va poursuivre avec cette nouvelle qui nous vient du Burkina Faso, puisqu'il y a eu un coup d'État qui a chassé Paul-Henri Santo-Daogo, qui était au pouvoir depuis fin janvier, déjà lui-même à l'issue d'un coup d'État. Et c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est aujourd'hui au pouvoir au Burkina Faso. Alors il faut savoir qu'il y a eu un coup d'État très important au Mali récemment, qui a complètement rebattu les cartes géopolitiques dans la région. Et il est vrai que tous ces pays sont largement déstabilisés suite à la chute, on pourrait presque dire au meurtre de Kadhafi par la France, en tout cas la chute de Kadhafi et sa Ouais, mort, c'est l'assassinat de Kadhafi et l'assassinat. vraiment le démantèlement de la Libye. Voilà. C'est ça. Ouais. Suite auquel donc il y a eu énormément d'armes lourdes qui sont arrivées au Sahel, avec on peut dire la complicité de l'OTAN. Hein. Ben, est-ce que tu peux nous parler de ce coup d'État, même brièvement? Alors moi, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est en fait cette volonté de déstabilisation, elle a été voulue, elle a été préméditée, elle a été faite effectivement. Le démantèlement de la Libye était la clé et ça, il faut quand même rappeler que c'était Sarkozy et compagnie avec Bernard-Henri Lévy et tous ces criminels de guerre qui étaient en fait le point clé pour le démantèlement de la Libye, pour l'assassinat de Kadhafi. Et en fait, l'objectif était le vol et le pillage de la richesse pétrolière libyenne d'un côté et aussi le pillage du stock d'or libyen. Effectivement, la Libye hébergeait et accueillait en fait un nombre important de cadres et de travailleurs de toute l'Afrique, mais aussi de toute la Baltique, tous les pays baltiques, etc., dans des conditions de travail très correctes et dans des conditions de rémunération très correctes. Mais aussi, la Libye jouait un rôle important dans l'indépendance de ou dans la poussée vers l'indépendance des pays africains, parce que la Libye avait construit
constitué pratiquement une banque qui faisait des prêts à tous les pays africains avec 0% d'intérêt. Et ces prêts servaient à construire et comment dire, à développer le pays, alors que la Banque mondiale, qui est affiliée à l'Europe et aux États-Unis, leur donne des prêts avec des taux d'intérêt absolument exorbitants et qui n'en finissaient pas. Et là, effectivement, donc l'assassinat de Kadhafi avait ce sens-là. Donc, en fait, que l'Europe et les États-Unis remettent la main basse sur l'Afrique et sur les richesses de l'Afrique en empêchant son développement et en empêchant aussi son indépendance et son accès à la souveraineté réelle. Parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté s'il n'y a pas d'indépendance économique, en fait. Bien sûr. Et voilà. Alors, donc, ces derniers temps, donc, effectivement, pour tout achever, les pays occidentaux, et moi je parle des États-Unis avec l'OTAN, ont lancé aussi des hordes terroristes d'Al-Qaïda pour déstabiliser l'ensemble des pays d'Afrique. Et le premier, rappelons-le, ça a été l'Algérie, où ils ont lancé Al-Qaïda aussi contre l'Algérie dans les années 90. Tout à fait. Donc, et puis là, ça continue. Donc, le Mali, le Burkina Faso, etc. Il faut quand même dire que le continent africain est le continent le plus riche du monde. Il contient des richesses, pas seulement du pétrole et du gaz, des minéraux, mais des minéraux très précieux, et notamment de l'uranium, et puis du cadmium, tout ce qui est nécessaire aujourd'hui à l'industrie électronique, de la silice, etc. Ajouté à l'or, au diamant, etc. Donc, pour moi, ça, c'est une série de problèmes et de déstabilisation que les Américains créent pour continuer à garder, d'une part, pour supplanter la Belgique et la France dans la colonisation de l'Afrique et de la néocolonisation de l'Afrique, disons-le, mais aussi pour garder la main basse sur toutes les richesses. Alors, et empêcher l'Afrique aussi d'aller dans le giron des pays comme la Chine et comme la Russie, qui, elles, aident l'Afrique à se développer et non pas à l'accabler de prêts et de taux d'intérêt. Alors, tu m'apprenais en préparant cet entretien que Kardawi vient de mourir, vient de décéder. Alors, qui est Kardawi? Est-ce que tu peux nous rappeler aux internautes? Alors, fort heureusement, Kardawi, c'est l'imam qui a été dépêché par l'OTAN et par tous les pays, par leurs valets saoudiens, etc., pour donner des fatwas de djihad qui animent justement tous ces terroristes qui ont détruit en grande partie la Syrie, en partie l'Égypte, en partie la Tunisie et qui continuent à sévir. Alors l'intérêt, comment dire, là, alors déjà il est mort et nous lui souhaitons un grand enfer comme il en a fait sur terre. Et comme il en a fait à tous les pays musulmans et à tous les pays, à l'islam aussi, puisque c'est grâce à lui que l'islam se fait traiter de terroriste par les Occidentaux. Et Kardawi était égyptien, il était qatari, il était de quelle nationalité? Il était mercenaire. Mercenaire, il n'a pas de nation. Ok, très bien. Mercenaire. Et il a la nationalité de celui qui le paye. Ok. Alors, on va parler d'un truc. Il a vendu son âme et son corps. On va parler de quelque chose de moins drôle, Aïssa. On va parler de la catastrophe maritime qui a eu lieu au Liban. Oui, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Il y a eu plusieurs centaines de morts, en tout cas plus de 100 morts, ça c'est sûr. Non, une centaine, 100 morts, exactement.
Alors ça, effectivement, c'était un bateau qui est parti du nord du Liban, en fait, avec des passeurs. Et puis, on a rapporté aussi le fait, certains rescapés ont rapporté que de toute façon, même le pilote on parle de pilote pour un bateau, Du mais capitaine. le capitaine, voilà. Le capitaine, de toute façon, il ne voulait pas prendre le bateau, il ne voulait pas avancer parce que il voyait dès le début que le bateau allait vers la mort. Et alors qu'il y a eu tout un tas de responsables qui l'ont obligé à le faire, et il a été menacé de mort, pas seulement lui, mais sa femme, ses enfants. Et ils l'ont obligé d'ailleurs à amener sa femme et ses enfants, ils sont venus et ils sont tous morts. Il refusait de prendre la direction de ce bateau parce qu'il disait qu'il était trop déglingué, c'est un bateau de la mort. Mais ils ont insisté alors qu'ils avaient fait payer à chaque personne des milliers de dollars, qui sont souvent vraiment le fruit de leur vie. Ils ont dû vendre leurs appartements, leur business, etc. pour partir. Il était destiné à aller en Grèce, hein, parce que les gens voyaient qu'il n'y avait pas tellement de débouchés au Liban, apparemment, ces gens-là. Voilà. Et donc il a fait naufrage pas loin des côtes, et pas loin des côtes syriennes notamment. Donc il est tombé du côté de l'île d'Arouad, qui est en face de Tartous en fait, cette île. Donc là-dessus, effectivement, les gardes-côtes syriens et l'armée arabe syrienne, etc., ont aidé beaucoup à chercher à essayer de sauver les gens, en fait, avant qu'ils ne meurent, Les à gens, chercher aussi les les gens, morts, etc. c'était des Libanais, des Syriens, des Palestiniens essentiellement. Alors, après l'identification, en fait, il y a de tout. Il y a des Syriens, des Libanais, des Palestiniens. Voilà, il y a une centaine de morts, mais il y a aussi des rescapés, fort heureusement. Bon, mais justement, ça a été un gros cauchemar. Ce qu'il faut savoir, c'est que les passeurs, ils poussent effectivement au départ, ils poussent les personnes au départ en leur promettant monts et merveilles dans le monde occidental, en leur disant on vous trouvera ci, on vous trouvera ça, vous aurez ci, vous aurez ça, alors qu'en fait tout ça c'est illégal et ils les envoient à la mort. Hmm. Et clairement là, c'est effectivement un envoi à la mort. Donc Alors, nous présentons toutes nos condoléances au peuple libanais et au peuple palestinien et syrien aussi, avec encore une fois tous ces morts qui auraient pu être là, vivre et construire le pays. Et je dirais le plus gros criminel dans cette histoire, c'est toute cette propagande en fait, hein. Pas seulement la propagande qui montre le bonheur dans les pays occidentaux, mais aussi toute cette propagande destructrice, et pas seulement la propagande, mais aussi tout ce travail de destruction de nos pays qui font que les gens sont obligés d'aller ailleurs pour trouver la vie, et en attendant, ils trouvent la mort. hmm. Voilà. C'est ça le plus grand criminel, en fait. Les plus gros criminels, ce sont ceux qui ont déstructuré la vie économique de nos pays et qui continuent à le faire. Alors on va parler. Ceux-là, nous les condamnons fermement. Et j'invite tout le monde à les condamner, ceux-là. Merci Aïssa. Alors on va parler, avant de clore ce site rep, on va parler de deux choses. Et en premier de Gédéon Lévy, qui est un intellectuel israélien, qui a appelé au boycott Oui. d'Israël, tant que celui-ci ne Ouais. respecterait pas le droit international. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît?
Alors, je voudrais d'abord parler du contexte parce que ces derniers temps, l'escalade de la répression, israélienne vis-à-vis des Palestiniens, elle bat son plein tous les jours. L'armée israélienne envahit les villes. Le camp de Jénine et la ville de Jénine est envahie pratiquement toutes les nuits depuis des mois. Et Al-Quds est pareil. Les banlieues d'Al-Quds est pareil. La ville de Tolkarm, de Naplouse, etc. Tous les jours, tous les jours, il y a des invasions de l'armée israélienne qui va dans les maisons alors que les gens dorment. Ils leur tirent dessus, ils les arrêtent, ils enlèvent les enfants des, euh, les enfants des martyrs, mais aussi les enfants des détenus et des militants, même des gens libérés qui ont passé des années en prison, qui ont été récemment libérés, ils ont à nouveau leur maison envahie et ils sont à nouveau arrêtés. Donc ce calvaire que vivent les Palestiniens, euh, soi-disant dans la Palestine qui est sous sous l'autorité palestinienne, soit aussi en Palestine occupée en 48, et soit même dans les prisons, parce que les prisonniers sont tellement mal traités, ils sont battus tous les jours, etc. Et alors qu'ils n'arrêtent pas de faire sur grève de la faim pour exiger des raisons, des conditions la plus rudimentaire au niveau humanitaire, je dirais, de détention. Donc tout ça, ça fait que tout le monde est révolté, sauf bizarrement l'ONU et le secrétaire général de l'ONU qui est censé faire appliquer un minimum de la charte des droits de l'homme et de la charte des Nations Unies, etc., etc. Donc en fait, et d'ailleurs les médias occidentaux, ils n'en parlent pas non plus des médias mainstream, parce que imaginez si c'était un Israélien qui était agressé et qui aurait été tout simplement battu de cette manière. Il y aurait eu une flambée générale dans les médias. Donc là-dessus, effectivement, Gédéon Lavi, qui est un Israélien qui a du cœur et qui a aussi une conscience quand même du droit humain, qui revendique aujourd'hui le boycott. Mais il n'est pas seul d'ailleurs, il y a aussi des associations israéliennes qui le font, et ajouté bien sûr aux associations palestiniennes, etc., et toutes les organisations palestiniennes, mais dont on n'entend rien dans les médias occidentaux et dans les médias mainstream. Mais donc là, il appelle, donc il appuie cet appel de boycott effectivement d'Israël. Je rappelle quand même qu'il y a eu un mouvement qui a été lancé il y a une dizaine d'années, le mouvement BDS, boycott des investissements, sanctions contre l'État d'Israël, et pour lequel je voudrais dire quand même qu'il y a des personnes qui sont passées en tribunal en France, soi-disant. Pourquoi? Parce qu'ils appellent à boycotter un pays ami. Hein? Et donc, la France ne soutient pas du tout ce mouvement et sanctionne les militants de ce mouvement. Alors, il y a Donc eu là, plusieurs procès où ils ont été relaxés, hein, sauf erreur de ma part. Oui, mais parce que l'argumentaire de la défense est tellement important et tellement énorme. Mais en fait, justement, euh, il y a cette tendance à les sanctionner. Et donc, Gédéon Lévy, je le salue aujourd'hui. Il appelle clairement, effectivement, au boycott d'Israël,
tant qu'ils n'appliquent pas la loi internationale. Deux petites Tout précisions, donc là simplement. c'était la fameuse circulaire Voilà. Alliot-Marie, si je me trompe pas, sous Sarkozy, je crois, qui effectivement qui tendait à en faire un délit, quoi, l'appel au boycott d'un État. Et cette Oui, circulaire n'avait pas été supprimée sous Hollande, sous la ministre bah de oui, la elle Justice sévit toujours. Taubira. Elle existe toujours. Et c'est Oh, pour ça que voilà. l'appel de Et Gédéon donc Lévy là, est important. Et tu on m'avais peut dire un précisé, appel tu, à tu tous m'avais les Français aussi tu m'avais précisé en d'appuyer. préparant l'entretien, excuse-moi Issar, que l'appel de Gédéon Lévy concernait également donc l'art et la culture portés par l'État d'Israël. Tout à fait. L'art et la culture, et puis l'appui de l'Union européenne à ses centres dits culturels, etc. Ok. Alors pour clore Effectivement. ce site rep, si tu veux bien, Issa, je te propose de nous parler du festival qui a eu lieu à Alep récemment, Alep ville martyre, mais Alep qui revit. Donc ça a eu lieu du Oui, 22 oui, septembre au 24 septembre, notamment avec des concerts à la citadelle d'Alep. Est-ce que tu peux nous en parler? oui. Alors, une bonne nouvelle finale, en fait, je peux dire, effectivement, pour clore, mais ce n'est pas la seule, mais malheureusement, on n'a pas un temps infini. Effectivement, il y a eu 3 jours de festival de relance, je pourrais dire, de l'activité de la reconstruction et du tourisme, organisé par le ministère du Tourisme et du ministère de la Culture, conjointement, qui agissent tous les deux conjointement aussi pour la reconstruction des lieux de culture, et Alep en est un important. C'est un lieu d'histoire, de culture et puis de production et d'art et de musique. Hein. Donc, 3 jours de concert à la citadelle d'Alep, auquel j'ai eu l'honneur d'assister. Et je remercie d'ailleurs les deux ministères, les deux ministres de leur invitation, auquel c'était pas seulement un festival de musique, mais c'était aussi une visite d'Alep complètement détruit, en cours de reconstruction pour pas mal de choses. Donc le souk en grande partie reconstruit et qui fonctionne, reconstruit aussi par l'association de l'Agacan, mais aussi puisque ce sont comment dire, ils font partie de la tradition et de la Syrie, et en reconstruction aussi par les commerçants eux-mêmes qui ont Mhm. reconstruit leurs boutiques. La mosquée des Omeyyades qui a été largement détruite, où le ministère de la santé, du tourisme fait un gros effort de reconstruction. Bon, heureusement qu'on a des images de référence en fait de l'ensemble de ces constructions, de ces sites historiques. Un ensemble aussi, un nombre important d'églises qui ont été aussi endommagées, mais qui sont aussi en cours de reconstruction mais aussi, par contre, pour les parties, on a même mangé dans un restaurant qui était complètement démoli et qui a été reconstruit par ses propriétaires et qui fonctionne et qui nous a servi les bons plats à l'épin excellents. Donc, tout ça, c'était quelque chose dans un cadre complètement féerique qui nous fait oublier et qui, j'espère, qui a donné des moments de bonheur aux habitants d'Alep qui ont jusqu'à hier, je peux dire, ou un hier très proche, qui ont souffert d'une présence terroriste assez importante et qui ont eu des destructions très importantes. Je rappelle quand même que Alep Est, Alep Ouest étaient séparées l'une de l'autre par un passage où les gens devaient traverser et qui était tiré par les terroristes en traversant,
où les gens allaient de l'autre côté pour faire leurs courses et en revenant, ils se faisaient fouiller par les terroristes et on leur enlevait leurs courses et on les maltraitait. Donc, le moins qu'on puisse dire, on les menaçait de mort, etc. Donc, voilà, ça c'est une bonne, je dirais, un bon salut pour le peuple d'Alep. Voilà, Et que j'en je profite. salue aussi complètement. Et j'en profite aussi pour Et mentionner que donc, dans la banlieue de Damas, il y a eu le lancement récemment d'une centrale solaire. Voilà, c'est ce que tu me disais en préparant l'émission, encore une bonne nouvelle. oui, une Euh, centrale de production d'électricité Basée sur le solaire. euh, à base de panneaux solaires. C'est dans la banlieue de Adra. Mhm. C'est une banlieue, une technopole en fait, qui a été aussi envahie par les terroristes en 2012 déjà. En 2012, Adra, 2012 ou 2013, je ne me rappelle plus. Là, les dates se confondent dans ma tête. Donc voilà, et là, cette technopole de Adra, elle est en cours de reconstruction, elle a été presque entièrement reconstruite. Il manque justement le courant électrique qui, on espère, va bientôt être présent comme ça l'était avant les événements, Très bien. avant cette guerre horrible contre la Syrie. Voilà. Eh bien, Issar Milani, merci Et beaucoup donc, pour. hommage au peuple syrien. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Aïssar, pour ton témoignage et pour toutes les informations que tu nous as relayées. Et mes chers internautes, merci encore pour votre fidélité, pour votre patience. Et je vous dis à tous, à dans 2 semaines. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne aussi. C'est important. Merci beaucoup. C'est vrai, C'est important pour vous et pour nous. c'est Au vrai. revoir. Au revoir.